Donc bonjour tout le monde. Dans cette capsule-là aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer votre jeu de données pour le TP3. Donc votre jeu de données issu de votre vol de drone, photogrammétrie. Puis on va regarder en fait comment on va jouer avec ces rasters-là pour préparer pour la modélisation spatiale. Donc vous voyez ici à l'écran, vous allez avoir votre raster en fait de votre photogrammétrie. Donc vous avez votre DTM ici, votre Digital Terrain Model. En fait, c'est votre modèle d'élévation sans végétation. C'est à vous de choisir si vous voulez la filtrer, la classifier dans HSOF ou non. Donc vous avez votre DTM ici. Ensuite, votre DSM, votre Digital Surface Model. Donc on voit ici qu'on rajoute en fait les arbres. Donc ici, c'est des sapins. Qui est rajouté à notre terrain. Donc si on fait la différence entre les deux, on devrait juste avoir un modèle de hauteur de canopée, ce qui peut être intéressant aussi pour votre modèle spatial. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez ou pas. Puis pour finir avec votre ortho mosaïque, ça aussi vous allez l'extraire de la JSOF. Donc une fois que vous avez ces trois rasters-là, vous avez comme choix de prendre sur votre DSM, votre DTM, puis de extraire plein d'autres rasters qui vont donner des variables exploratoires de votre modèle spatial. Donc on voit ici, là, vous avez seulement l'élévation en fait. Puis si vous allez dans QGIS, vous ouvrez Processing Toolbox. Vous pouvez faire la même chose dans ArcGIS, mais dans QGIS, en fait, ce que vous avez accès à les Processing Toolbox de ArcGIS qui sont issus de GDAL, mais vous avez aussi accès à GRASS, puis à Saga. Puis dans ceux-là, vous avez plein de traitements, en fait, que vous pouvez faire sur vos rasters pour extraire certains types d'informations. Puis dans Saga, ce qui est intéressant, c'est que il y en a beaucoup en fait qui peuvent être intéressants pour notre modèle spatial. En fait, le but c'est de prédire la température de surface. Puis la température de surface peut être influencée par plein de choses. Donc l'orientation, la pente va pas être la même chose pour la radiation. Puis aussi dans Saga, vous avez plein d'analyses de terrain, mais qui peuvent expliquer des processus climatiques. Exemple, si on va dans hydrologie, vous avez Topographic Wetness Index. Donc, c'est par rapport à la topographie, s'il y a certains types de terrains qui vont favoriser le drainage, d'autres non. Donc, vous pourriez avoir une surface plus humide. Ça peut influencer votre température de surface. Donc, il y en a plein ici que vous pouvez choisir. Si vous avez aussi dans Lighting, Sky View Factor, Topographic Openness. Donc, par rapport à votre Digital Surface Model, exemple, si vous avez des arbres, est-ce que vous allez avoir accès à de la lumière ou non? Donc ça peut aussi influencer votre température de surface. Morphométrie, là on est plus dans, oui, pente, aspect, mais il y a aussi d'autres Topographic Position Index, Vector Ruggedness Measure, donc est-ce que vous avez une surface rugueuse ou non, si vous êtes sur une crête, si vous êtes dans une vallée, vous avez plein d'autres. Land Surface Temperature, donc ça c'est basé, j'imagine, sur la topo aussi, mais peut-être d'autres facteurs. Honnêtement, vous pouvez les regarder. Puis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste d'essayer d'utiliser les variables explicatrices issues de votre Digital Surface Model. Puis le but, en fait, c'est, exemple, si tous vos rasters de variables explicatives sont à une résolution de 20 cm, exemple, ben, le modèle spatial va prédire aux 20 cm. Donc, vous allez avoir une carte beaucoup plus continue que juste vos points puis d'interpolation. Donc, l'interpolation va être meilleure. Si vous trouvez plein de variables exploratoires qui ont un fit statistique, donc votre modèle va être plus performant. Donc, vous pouvez essayer d'explorer certaines variables là-dedans. Puis le but, c'est peut-être d'en avoir, je sais pas, peut-être 5, 6, 7.
Puis à ça, on va rajouter les couleurs. Puis on va construire notre modèle. Le but, c'est d'avoir peut-être une dizaine de variables au début du modèle, puis on va reconstruire notre modèle, on va voir quelle variable est plus intéressante pour prédire. Donc ça, vous pouvez utiliser ça dans QGIS. Sinon, je donne un petit bonus ici. Saga, en fait, c'est un modèle, c'est une bibliothèque d'algorithmes open source qui est codée en C++. Après ça, QGIS va venir la chercher en arrière, puis il vous donne, un exemple, une interface graphique. Donc, vous pouvez rentrer vos outputs. Mais ce qu'on peut faire aussi avec Saga, c'est les rentrer nous autres mêmes. Donc, dans le command line, donc on voit ici, j'ai tapé saga command dans mon terminal Linux. Faut regarder aussi la méthode là, sur Saga Command Line sur Internet. Pour Windows, c'est un peu différent. Mac, je ne crois pas qu'il y ait l'équivalent pour le Command Line. Mais c'est vraiment un petit bonus là, que je vous donne. Là, puis vous pouvez juste le faire dans QGIS. Mais en fait, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Si vous tapez .h, vous avez un peu d'aide de comment rentrer ça dans le Command Line. Puis le but, en fait, pourquoi on veut rentrer ça dans le command line, c'est que vous pouvez créer ici, par exemple, j'ai fait des traitements de convexité, de roughness, de canopée, de TPI, Skyview qui était mon Potential Incoming Solar Radiation. Puis si je regarde ici dans VRM, j'ai un vrm.sh. Donc ça, c'est un shell file. Et un shell file, ce que c'est un fichier d'exécution de command line. Donc, un .sh, c'est spécifique à Linux. Puis, dans Windows, c'est des .x, des points d'exécution. Puis ça, en fait, c'est un fichier texte que la commande, on rentre exactement cette ligne-là dans la ligne de commande, dans mon bash ou dans mon shell, dépendamment comment vous l'appelez. C'est la même ligne de commande que je vais rentrer ici, mais je l'ai dans un fichier texte. Puis le point, en fait, c'est que moi, je peux tout enregistrer puis automatiser les traitements que je veux faire avec Saga. Donc, si je le fais dans QGIS, ben, je vais aller ici, puis je vais rentrer ça, puis je vais rentrer tout manuellement mes paramètres, mais je m'en souviendrai plus. Tandis que si je les rends dans un fichier texte, dans un .sh, ben, tout ça est enregistré. Fait que si je fais le traitement, un an, je fais le traitement, je continue l'analyse. 6 mois après, on essaie de le soumettre. 1 mois après, on est rendu à 8 mois. J'ai des reviews. Faire comme, il faudrait que tu changes tel paramètre. Exemple, mon radius. Parce que je ne l'ai pas justifié, puis que là, 30, c'est pas bon, il faudrait que je mette 50. Mais je sais exactement qu'est-ce que j'ai fait. Parce que je sais exactement que j'ai pris tel type avec mes inputs, mes outputs, mon radius. Puis j'ai juste à réexécuter mon fichier, puis je me rappelle de ce que j'ai fait, donc je laisse une trace dans mon ordinateur. Donc vous pouvez faire la même chose dans Windows, c'est juste un peu différent, mais vous allez sur Internet, tout est décrit. Comment exécuter sur Windows, par exemple. Donc c'est ça c'était le petit bonus. Là, pour les TP, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le command line, c'était juste pour vous donner un petit bonus d'infos. Vous pouvez juste le faire dans QGIS, il n'y a pas de problème. Puis en fait, le but, à la suite de ça, c'est d'avoir plein de rasters. Donc exemple, j'ai mes TPI, là c'est des exemples Snowdet, Slope. Moi je les ai mis dans différents fichiers là, pour m'organiser, mais pour les mettre dans le même fichier, c'est pas important. Le but c'est d'avoir tous vos rasters ensemble sur votre ordinateur, puis d'appliquer la fonction que vous avez créée à la fin de votre TP1. Donc le but c'est que pour chaque raster, vous allez ouvrir votre fichier d'échantillonnage, votre shapefile, puis vous allez regarder il est où sur le raster, enregistrer la donnée, pour au final finir avec votre shapefile, mais avec toutes
les valeurs de vos variables exploratoires. Donc, si je vous donne un exemple d'une fonction que j'ai créée, moi, dans le cadre de ma thèse, donc je l'ai appelé def extract.values. Puis ici, j'ai mon shapefile en intrant. Donc, ça va être les file paths que je vais mettre. J'ai mon CRS juste en code comme ça, que moi je veux mon CRS final. Puis ensuite, j'ai toutes mes slope paths TPI. Donc ça, c'est les chemins d'accès de chacun de vos rasters. Moi, je les mets comme intrant. Puis, bon là, tu vois, j'en ai quand même pas mal. Puis, tout ça, c'est toutes des paths qui sont des variables qui sont obligatoires. Donc, si je les mets pas, il va m'avoir une erreur. Puis là, ce que j'ai fait, c'est aussi un petit bonus, c'est 2 étoiles Quark. Puis ça, en fait, c'est du optional input, optional argument. Puis en gros, j'ai des snow slope, snow depth, puis rock, qui sont des rasters que moi j'avais mis optionnels parce que je les avais pas pour toutes mes sites d'études. Donc ce qu'on fait, c'est que je fais quark.get, j'ai dit si tu mets rock path, tu vas me le chercher. En fait, tu me le mets ici à rock path. Donc, il va stocker le chemin d'accès pour le rock path. Puis, même chose pour Snow, puis Snow Depth. Mais si tu y en as pas, ben, c'est pas grave, tu continues. Puis, tu mets rien, none. Donc, en gros, ma fonction ne va pas me donner d'erreur. Puis, en fait, ce que je fais ici, bon, là, je viens chercher mon CRS de mon shapefile. Puis ici, je fais un raster, un dictionnaire avec tous mes rasters. Je viens les stocker. Donc ici, ce que je fais, je vais les ouvrir avec Rio XArray. Puis ce que je fais, c'est que je vais stocker dans mon dictionnaire le raster avec la clé slope, qui va s'appeler raster slope. Je vais faire ça pour tous mes rasters. Ici, c'est j'ai dit en fait, si Snowpath none, tu m'écris j'ai pas de raster SnowDepth. Sinon, ben, tu l'extrais comme les autres, tu viens de stocker. Pour arriver en fait à la fin avec un dictionnaire avec 10 rasters à l'intérieur. Puis ce que je vais faire, en fait, je vais looper à travers ce raster ici. Donc je fais for key in XDR in a dictionary raster. Donc je vais faire en fait la fonction que je vous ai faite, mais je vais l'appliquer à tous mes rasters dans mon dictionnaire. Donc ici, je fais un resample. Puis ensuite, ici, je viens chercher la position de mon shapefile. Puis je vais venir sélectionner la valeur. La valeur, en fait, je vais la stocker dans un dictionnaire. Puis je vais venir mettre cette barre-là dans mon shapefile, dans mon point. Puis l'objet de retour, c'est mon shapefile avec son nouveau CRS, puis qui contient toutes mes valeurs additionnelles. Donc, je vais vous montrer un peu le final. Donc ici, je vois, j'ai rentré toutes mes file paths, mon PSG. J'envoie ma fonction. Puis là, ça, c'est tous les outputs que moi j'ai fait parce que je voulais des prints. En fait, quand il fait la fonction, je voulais voir c'était quoi les CRS de chacun de mes rasters. Je voulais voir une résolution. Donc ça, c'est des prints que je fais dans ma fonction. Puis mon point final, c'est C1, C2 avec mes points que j'ai nommés SMP. Puis c'est les relevés SMP. Puis on voit qu'on a ajouté TPI, distance de canopy, potentiel de radiation. Puis là, il y en a d'autres, il ne les a pas tout affichés, mais on voit que sur mon shapefile, j'ai rajouté toutes mes colonnes que moi je voulais. Puis ça, c'est le shapefile, le data frame que vous allez avoir besoin. Pas jeudi qui s'en vient, l'autre.
pour faire la modélisation. Donc à partir de ce fichier-là, de ce data frame-là, on va construire nos modèles statistiques spatiales pour faire notre prédiction finale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, on se voit. Ah oui. Là, moi, je vous ai montré un exemple que moi j'ai fait, que je voulais appliquer à beaucoup de sites d'études. Donc, pour ça, j'ai pris le temps de faire une grosse fonction. Vous pouvez vous baser là-dessus, mais vous n'êtes pas obligé de la réécrire au complet. C'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec une fonction, puis tout ce qu'on vient d'apprendre. Mais vous n'êtes pas obligé de me créer une fonction, vous pouvez juste l'écrire en code simplement, qui va juste être exécuté une fois. Vous pouvez le faire aussi que dans QGIS si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment comme à titre informatif. Je ne vais pas corriger comment vous avez fait. Moi, ce que je vais corriger dans le TP3, c'est votre rapport. Puis, votre rapport, vous avez besoin du data frame final pour construire. Donc, comment vous y arrivez, ça m'importe peu, tant que vous arrivez à ce résultat-là. Oui, donc je l'ai rajouté en fait parce que je voulais juste vous montrer dans votre fonction, ce qu'on a vu, c'est que là c'est les rasters que vous avez créés dans QGIS. Puis là on voulait les couleurs en fait, on voulait la composante rouge, bleue et verte de votre ortho. Donc ici vous allez lire vos rasters. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est rajouter dans ces rasters-là, vous pouvez rajouter un autre raster qui va être votre orthomosaïque. Donc, là, je vous montre ici, vous pouvez ouvrir votre orthomosaïque qui va être en TIFF comme ça, avec Rio X-Array. Vous pouvez l'appeler, comme ici je l'ai appelé ortho. Vous pouvez la print, puis on voit ici que c'est un X-Array avec 3 bandes, avec l'extend spatial. On va regarder la résolution, on voit que c'est assez fin, donc ici je vais rééchantillonner au 30 cm. Puis, ce qui est bien avec Rio X-Array, en fait, c'est que vous avez un X-Array par bande. Donc ici, on voit qu'on a 3 bandes. Donc on a notre rouge, notre bleu et notre vert. Puis, ce qu'on peut faire après, c'est juste indexer, juste rajouter en index la bande qu'on veut en fait. Donc exemple, si je prends la première, mais il va juste m'ajouter en fait la valeur de cette bande-là, puis on peut voir aussi l'histogramme associé à cette valeur-là. On voit la deuxième bande, la troisième. Oups. Donc on voit que l'histogramme est comme shifté parce que c'est pas les mêmes valeurs dans le RGB. Donc tout ça pour dire que vous pouvez appliquer votre fonction à votre ortho mosaïque, puis juste sélectionner en fait avec l'index la bande 1, la bande 2 ou la bande 3, puis faire exactement comme ici. Donc ici quand je fais XDR Resem, ben là je vais faire XDR Resem. Exemple, c'est mon ortho, donc ça va être ortho en bas Resem. Et là je vais venir mettre 0,1. Donc là je vais sélectionner avec ma position la valeur de la bande numéro 1, ou 2 ou 3. Puis après ça, il faut juste savoir, dépendamment comment vous l'avez créé, votre ortho mosaïque, la bande 1, c'est quelle couleur. Puis, vous allez avoir, vous allez pouvoir stocker la composante de chacune des couleurs dans votre data frame final. Donc voilà.